Ici, à Aboukir, près d'Alexandrie, durant près de 2 millénaires, le temps paraît s'être définitivement endormi après un cataclysme. Un monde assoupi de statuaires et de monuments se révèle tout à coup par l'effraction des hommes. Nous sommes aujourd'hui au milieu de la mer et sous nous, il n'y a que des ruines. Mais ici, il y a 2000 ans, s'élevaient d'extraordinaires monuments et de superbes jardins. Isis, debout comme une sentinelle interrompue dans sa veille. Des plongeurs et des scientifiques appelés par Frank Gaudio. La déesse de la fertilité qui semble régner sur un chaos de fabuleux vestiges. Que s'est-il passé? Nous verrons pourquoi la cité s'est effondrée. Le cataclysme sans précédent rapporté par les textes anciens et qui a tout emporté, est-il d'origine géologique ou sismique? Notre compréhension des zones de fracture, de la nature des frontières et de leur configuration en Méditerranée orientale est-elle exacte? Peut-être pas. Cette cicatrice tellurique qui zèbre les fonds peut-elle apporter des réponses aux interrogations sur la destruction d'un des moments les plus riches de l'Antiquité? Veilleuse de la Méditerranée, Alexandrie, intelligence et beauté du monde antique. Alexandrie qu'aime le Nil, son phare, ses palais, ses jardins. La ville créée 300 ans avant notre ère et qui abrita jusqu'à 1 demi-million d'habitants. Capitale royale où Cléopâtre construisit un temple pour Jules César, son amant. Cléopâtre qui disparaît tragiquement comme sa ville et son faubourg, Aboukir l'engloutit. À 1 mille de la côte, Frank Gaudio a ancré Princesse Douda, son bateau support de plongée. Il est assisté par Jean-Claude Roubaud, responsable d'une équipe d'une vingtaine de plongeurs aguerris et familiers des expéditions de Frank. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, il y a eu des fouilles archéologiques menées à terre près d'Aboukir. Et les découvertes faites suggérait qu'une partie des vestiges devait se retrouver aussi sous l'eau, continuer sous l'eau. Dans les années 30, Omar Toussoum, un archéologue et savant amateur de l'époque, avait fait quelques repérages et avait vu des vestiges assez près de la côte. Alors il s'y est rendu, et là, effectivement, le scaphandrier qui a envoyé sous l'eau a dit « mais je vois des colonnes, je vois des blocs énormes ». Il fallait vérifier tout ça, bien sûr. Frank est impatient de confirmer par lui-même, en plongeant, le témoignage du scaphandrier d'Omar Toussoum. Quand on plonge pour la première fois sur ce site, la première impression que l'on a, c'est une impression de drame. On voit ces colonnes brisées, ces murs fracturés, ces sphinx et ces statues jetées par terre, parsemés sur tout le site, sur des centaines et des centaines de mètres. Et c'est très impressionnant. La première chose que l'on se demande, c'est qu'est-ce qui a bien pu causer un pareil désastre ? Tous ces vestiges sont presque recouverts de sable.
ils sortent encore un peu du sable. Et quand vous enlevez ce sable, en fait, c'est ahurissant parce que vous avez des milliers d'autres objets encore sous ce sable. Et en fait, c'est un site sans fin. La routine. Les mêmes gestes, lents et lourds, comme labourer la mer. Dans la vase, des sédiments qui s'engouffrent dans la suceuse. Une tâche apparemment ingrate, répétée des heures, des jours, des semaines sans relâche. Et puis, tout à coup, un bloc met en éveil l'espèce de sixième sens de Bernard. En plongeur expérimenté, il retourne la pierre pour rencontrer un regard vieux de 2000 ans. Une tête royale de pharaon. Moment fort que cette toilette attentionnée. Plus fort encore, le face-à-face inattendu pour Eric avec un dieu. Le dieu Sérapis, protecteur des marins. La statue originale de ce dieu syncrétique qui sera copiée durant plus de 7 siècles. Face-à-face brusquement interrompu par la dangereuse menace de l'hélice d'un bateau au-dessus de leur tête. Deux Zodiac sécurité. Deux Zodiac sécurité, ouais. Bon, et puis hier soir, on a eu vraiment ce problème avec les bateaux de pêche qui sont arrivés. Ils ont coupé 3 lignes. Ils ont arraché les piquets, ils ont pris les lignes dans les hélices, ils ont tout coupé. Ils ont tout cassé. Ils ont tout... Non, non, mais je veux demander aux garde-côtes, Oui. hein, c'est pas normal. Il faut que j'en parle à Ibrahim et on essaie de voir si c'est... Il faudrait qu'ils ne puissent pas passer dans un rayon au moins de 300 mètres, quoi, tu vois, autour du bateau. Ça serait bien, hein. Nouvelle plongée. Tracté par un locoplongeur, Jean-Claude se faufile entre des colonnades et des linteaux de granit rose. Rencontre un cartouche royal du pharaon Apriès, dont un moulage est aussitôt pris pour être déchiffré. Plus loin, une tête d'époque saïque repose dans le sable. Coïncidence, son regard porte vers un empilement de blocs de granit et d'élégantes colonnades d'époque romaine. Mais là, ce n'est plus une coïncidence. Jean-Claude va découvrir intact leur embase à la circonférence parfaite. Le matériau nécessaire pour ériger un lieu de culte. Pourquoi cet enchevêtrement de vestiges de plusieurs époques? L'exploration continue. Sérapis ne reposait pas seule. Gisante, les bras le long du corps, semblant attendre qu'on les rapproche. Isis, la déesse égyptienne que certains lui attribuent comme épouse. Isis, la plus sacrée des déesses au pied de laquelle Cléopâtre déposait ses offrandes. Seen the polish of the stone here? Yes, this means but it's very nice and attractive statue.
Isis nuts. secret knots of Isis. Yes. We have here Roman toga. Yes. Roman Roman period, period. 1st, 2nd century maybe. En fait, on voit des vestiges d'époque pharaonique, d'époque hellénistique, d'époque romaine, même des objets d'époque islamique. Et tout est empilé, tout est détruit, tout est emmêlé, comme un gigantesque puzzle qu'il faudra résoudre. C'est assez étrange. La méthode méticuleuse de mesure utilisée par les plongeurs de Franck Gaudiot s'impose impérativement pour tout connaître des artefacts retrouvés. Le gigantisme des blocs de pierre nécessite des relevés sur plusieurs centaines de mètres. Ces blocs bordent un pavage que les plongeurs arpentent inlassablement. Dans le sable minutieusement exploré, Éric met à jour des pièces d'or et des bijoux. Look at this piece. What is this? Maybe a ring. What is this? That is a lid. Oh, wow. How about that? A miniature Olympe with a lid here. Oh, no. Still there. It's Oh, functioning. yeah, look at that. It works. It works. Yes. Look at that. Sur ce site, on trouve de très nombreux objets d'or. Des morceaux, des fragments de bijoux, comme ce bracelet byzantin, très beau. Des pièces d'or du 5e, 6e, 7e siècle de notre ère, éparpillées un peu partout. Ce qui est très étrange, c'est qu'on trouve aussi de très petits fragments de bijoux. Pour moi, en fait, l'explication la plus probable serait qu'il y a eu un cataclysme qui a brisé ces objets, qui les a éparpillés partout, et ils ont été oubliés, jusqu'au moment, bien sûr, où nous venons de les retrouver. Aucune de ces pièces n'est postérieure au 8e siècle. Bien avant cette époque, on ne peut pas douter qu'Alexandrie et ses faubourgs ont été meurtris par un événement exceptionnel. Un texte chrétien remontant à 365 ans après Jésus-Christ fait un récit circonstancié d'un cataclysme d'une force inouïe. Toute l'étendue de la terre ferme était secouée et tremblée. Le séisme a déclenché un soudain raz-de-marée qui engloutit Alexandrie. Une monstrueuse masse d'eau se déployant au moment le plus inattendu noya instantanément plusieurs milliers de personnes. De grands navires, littéralement portés par de folles rafales, ont été projetés au sommet des bâtiments, tandis que d'autres se sont retrouvés propulsés à plus de 3 kilomètres à l'intérieur des terres. Quand les éléments se sont tus, un grand silence a envahi Alexandrie, comme si toute vie s'en était retirée. Cette région a été la victime de destructions massives. Pour comprendre ce qui s'est passé sur ce site, il nous faudra faire appel à plusieurs disciplines. L'archéologie sera impuissante seule à résoudre le problème. Il nous faut l'aide de géologues et d'historiens. Mais aussi de sismologues, tel le prestigieux docteur Amos Noor de l'université de Stanford, un des meilleurs spécialistes mondiaux en matière de tremblements de terre. Quand Franck Gaudiot m'a contacté en Californie, j'ai pensé que c'était un peu tiré par les cheveux, car nous ne pensions pas qu'Alexandrie soit située dans une zone particulièrement vulnérable en matière de séisme.
Nous sommes loin d'une zone de fracture. Il n'existe pas de véritable faille sismique dont nous ayons connaissance dans les environs. Depuis près de 100 ans, des scientifiques comme le docteur Noor enregistrent les activités sismiques sur toute la planète pour établir des cartes des zones dites à risque. Dans la partie orientale de la Méditerranée, comme l'Italie, la Turquie ou la Grèce, les risques de séisme sont élevés. Mais la plupart des scientifiques considèrent Alexandrie comme étant à l'écart des zones dangereuses. Amos Noor est invité à bord pour découvrir le site. Où sommes-nous maintenant? Tout cela n'est que de l'eau, je n'ai aucune idée. Nous sommes ici, juste à 2 km de la côte, juste au-dessus de ruines que nous avons trouvées. Comment les as-tu trouvés? Avec un side-scan sonar, parce que les colonnes sortaient du sable. À travers la boue? Oui. Et la cité, notamment par magnétométrie, en détectant ce qui est sous le sable. Le terrain étant plat, rien n'était visible à la surface. Alors les pêcheurs n'ont jamais rien vu de tout ça parce que c'était recouvert? Oui, la ville n'a jamais été vue auparavant. Parmi les milliers d'images récoltées par ces plongeurs, puis soigneusement archivées, Frank Gaudio a sélectionné pour Amos Noor celles de colonnes disloquées et de bâtiments fracturés. Ce désordre de pierres a valeur scientifique car ce que découvre Amos Noor ne peut résulter que d'un phénomène d'une ampleur inexpliquée. J'ai été plutôt atterré en voyant ce qu'ils avaient découvert. Des palais effondrés, des palais engloutis, des villes englouties. Il s'agissait de dommages causés par un très sérieux tremblement de terre et dans un lieu totalement inattendu. L'énigme de ce site fortement bouleversé ouvre un tel éventail d'hypothèses que Frank Gaudio décide d'étoffer son équipe en faisant appel à un géologue, le professeur Jean-Daniel Stanley, de la Smithsonian Institution, spécialisé dans les sédiments du Nil. La géologie apportera à cette entreprise une vision en 3 dimensions. Nous verrons pourquoi la cité s'est effondrée. Plongeur expérimenté, Jean-Daniel Stanley, accompagné de Frank et de Jean-Claude, parcourt le site à la recherche d'une explication. Ensemble, ils dressent un inventaire minutieux des glaises qui composent le sol. Longeant un mur demeuré intact, alors qu'ils sont proches de leur fin de plongée, ils sont tout à coup confrontés à une menaçante coulée. Prêts à déroger aux usages, nos 2 scientifiques entament une collaboration inhabituelle. Normalement, les gens comme toi qui travaillent sur les sédiments et comme moi sur les séismes, on ne se parle jamais, on n'a rien à se dire. On est isolés dans notre petit monde. C'est une chance, c'est un endroit tellement étonnant, c'est l'archéologie qui nous force en ce sens. Et je pense que c'est de la belle géoarchéologie. Et notre ami Frank en est totalement responsable. Justement, il met à disposition de nos 2 chercheurs un matériel sophistiqué pour leur permettre de poursuivre leurs investigations. Assistés de 2 plongeurs spécialisés, Daniel et Jean-Paul, qui ont à leur actif plusieurs centaines de lignes dans les baies d'Alexandrie et d'Aboukir, Stanley entreprend une magnétométrie. Frank et le docteur Noor sont impatients de connaître le résultat de ces relevés. Cette étendue de terre, qui mesure 8 km sur 10, s'est intégralement enfoncée sous la mer. Oui, je vois. Mais qu'est-ce que c'est? Le Nil antique? Oui, ceci devait être l'embouchure canopique du Nil antique. J'espère que vous serez à même de nous dire, à partir des données du Sub-Bottom Profiler, s'il y avait un ancien lit du Nil. À partir du sédiment, peut-être des réflexions sismiques, ce serait très intéressant.
À de nouvelles mesures indispensables, autre méthode, autre technologie. Le Sub-Bottom Profiler, tiré comme un chalut, permet d'analyser la densité des sédiments. C'est vraiment intéressant. Cette réflexion est cassée, décalée. On pourrait dire qu'il s'agit d'un affaissement pas très important, de quelques mètres. C'est super, on a une bonne preuve. Et sur sa partie la plus haute, on a une dépression qui veut dire que c'est en activité. Même maintenant? Oui, autrement les sédiments auraient tout recouvert. Nous nous tenons au-dessus de l'un des principaux bras du delta du Nil. Chaque delta comporte plusieurs bras. Il y en avait un très important qui coulait à cet endroit et qui vraisemblablement se jetait dans la mer, ici. Franck a trouvé dans la personne du professeur El Abadi l'historien qui va l'éclairer sur le rôle primordial de ce bras du Nil au temps des pharaons. Le bras canopique jouait un rôle vital dans le commerce extérieur de l'Égypte. Tous les navires grecs étaient obligés d'emprunter le bras canopique du Nil pour pénétrer en Égypte. Il y avait une douane, des droits de douane, des entrepôts et un centre de commerce. Nil qui fertilise l'Égypte, fleuve maternel, eau boueuse, crue, nourricière qui, durant des millénaires, ont irrigué plus qu'une terre, un peuple, une civilisation. Rives interminables, les plus longues de la planète, tour à tour vaincues et triomphantes, regardant passer avec le temps et la vie et la mort. Il y a 1200 ans, selon le professeur Stanley, le Nil aurait subitement dévié de son cours pour se déporter 40 km à l'est. Ce fut un événement très violent qui pose la question de la stabilité de la cité à son origine, car nous pensons qu'elle était située à proximité du fleuve. Depuis ses origines, le Nil a déposé ses boues au fond de la baie. Selon Stanley, c'est dans cette argile que se trouve la réponse. Il ne laisse à personne le soin d'en prélever un échantillon spécifique, échantillon qu'une fois remonté, il va en quelque sorte décoder. Daniel, on trouve cette argile partout sur le site, sous une couche de sable. Ça nous donne énormément d'informations pour ce site. Cette glaise. Cette glaise. Elle est complètement difforme. Dans ce bloc, on voit que toutes les structures originaux, les strates, ont été déformées. Cette argile qui est maintenant compacte, à un certain moment, a été liquide. Liquide? Si tu peux, oui. Comment tu peux voir? Eh bien, par exemple, ce petit lambeau de sable est complètement irrégulier, a été amalgamé, a été piégé dans cette argile. C'est devenu comme des sables mouvants, en fait. Comme des sables mouvants, exactement. Et toutes les constructions qui étaient dessus sont descendues d'autant, en fait. Il y a certainement eu une subsidence du sol. C'est incroyable, ça. Et la conjonction des vibrations données par un tremblement de terre, plus le poids des bâtiments sur un sol argileux qui contient en fait beaucoup d'eau, peut causer un phénomène de liquéfaction de ce sol. L'argile expulse son eau et donc perd de volume et il y a un effondrement, un tassement de terrain brusque qui peut en fait enfoncer des structures construites dessus de plusieurs mètres en quelques secondes. Des échantillons d'argile sont prélevés aux endroits les plus caractéristiques de la fouille. Séparés de la boue, tamisés, les matières retenues, coquillages, morceaux de bois, brins d'herbe sont soigneusement triés. La datation au carbone 14 livrera par la suite le secret de leur origine.
L'effondrement peut avoir été déclenché, par exemple, par une crue, car nous sommes ici à proximité de l'embouchure du fleuve. Ce supplément d'eau et de limon débordait une fois par an en août ou en septembre. Je vois, la libération subite d'une forte masse d'eau pourrait tout provoquer. À nouveau, il convient de se référer aux textes anciens qui rappellent que pendant des milliers d'années, les prêtres de la vallée du Nil mesuraient le niveau du fleuve pour évaluer l'abondance de la moisson. Renseignement qui permettait d'estimer l'impôt annuel perçu par les temples. Au milieu du 8e siècle de notre ère, on sait que le niveau de la crue fut l'un des plus élevés jamais enregistrés. Cette période est exactement corrélée par les pièces de monnaie retrouvées éparpillées sur le site. Alexandrie aujourd'hui. Cité tentaculaire qui a absorbé Aboukir, sa voisine. Alexandrie, ville sans fin et ses 4 millions d'habitants. Sous elle repose l'Alexandrie disparue. Dans les entrailles de chaque rue, sous les fondations de chaque immeuble, foisonnent d'antiques vestiges que la pioche des promoteurs ressuscite parfois. Ainsi, le site de Kom el-Dika, où depuis 40 ans des archéologues de toutes origines vont de découverte en découverte. Aujourd'hui, c'est une équipe polonaise qui poursuit la fouille de cette ancienne nécropole où Franck et le docteur Nour viennent interroger les cicatrices des pierres. C'est le signe classique des séismes. Oui, il y a une fissure à cet endroit. Oui, c'est cassé, il s'est juste produit un glissement. Franck et le docteur Nour établissent des comparaisons avec leurs découvertes sous-marines. Nous avons les mêmes, entièrement détruites et tombées au fond de l'eau. L'équipe polonaise est dirigée par Grégory Majérek. Ici, nous fouillons le cimetière islamique qui remonte au XIe et XIIe siècle, construit sur les anciennes ruines romaines. De toute évidence, le site a été abandonné. Tous les monuments publics qui avaient été érigés ici par les Romains et les Byzantins ont été abandonnés pour devenir des ruines. Et toute cette zone est devenue un immense cimetière. C'est un fragment de pierre tombale d'une période antérieure à la tombe qui a été réutilisé ici pour recouvrir la tombe. Mais originellement, ce fragment provient d'un cimetière du Xe siècle. Pour finir cette exploration, nous descendrons plus profond et nous essaierons d'explorer des couches plus basses, les anciennes couches romaines et byzantines, pour redescendre jusqu'aux couches ptolémaïques. Grégory Majérek accompagne Amos auprès de colonnes. Ce qui est significatif ici, c'est que lors des fouilles de cette zone, toutes les colonnes que vous voyez à cet endroit ont été trouvées couchées en direction de l'ouest. C'est tout à fait incroyable, car c'est la signature type d'un tremblement de terre. Oui, je comprends. Vous pouvez imaginer que lorsque le sol bouge subitement dans cette direction, cette colonne, à cause de la force d'inertie, se renverse. Si nous avons une rangée de colonnes, et si la poussée est la même pour toutes, elles chutent toutes dans la même direction. C'est bien le même phénomène dont on retrouve le témoignage avec l'alignement des colonnes sous la mer, si spectaculaire et si insolite que les plongeurs se repèrent sur elle. Quand cela s'est-il produit?
à la fin du 8e siècle. C'est donc le même événement qui a causé ici et là-bas la chute des colonnes? Un même événement dans la région qui, au 8e siècle, a mis fin à tout. Pour Franck, quelques certitudes se font jour. Ces gigantesques colonnes couchées sous l'eau depuis le 8e siècle, ces pièces d'or de la même époque, constituent des faits troublants, mais cependant pas décisifs. Toutefois, le récit d'un historien arabe découvert par Franck, relatant un tremblement de terre en 797 de notre ère, paraît de nature à abonder l'hypothèse d'un cataclysme exceptionnel. Cette année-là, un violent séisme s'est produit en Égypte et le haut du phare d'Alexandrie s'est écroulé. Comme prise de convulsion, la terre se déchire sous le phare d'Alexandrie, la 7e merveille du monde chantée par tout le monde antique. Retour sur Princess Douda, où l'équipe progresse dans ses recherches, tandis que Franck s'interroge sur le bilan des dernières prospections électroniques. Les fouilles exhaustives que nous faisons à certains points sur ces sites nous aident à expliquer certaines données électroniques que nous n'arrivions pas à interpréter au départ. Nos magnétomètres avaient détecté de longues anomalies magnétiques. Et en faisant les fouilles, on n'a rien trouvé de spécial à ces endroits sur le plan archéologique. Ce n'est qu'en fouillant plus profond qu'on a vu en fait que ces longues anomalies magnétiques correspondaient à des failles qui zébraient le site archéologique. Franck en a trop dit pour ne pas aiguiser la curiosité du professeur Stanley. We go straight to the trench. Oh, great. Okay. Great. Complices, ils vont tous les deux examiner cette fracture singulière et insolite. Remontant la faille, rien n'échappe à nos deux plongeurs. Et l'inattendu se dévoile. Des empreintes de buffles saisies dans la glaise demeuraient intactes malgré plus d'1 millier d'années. Plus loin, des ossements d'antilope. Ces traces et ces restes qui racontent une mort quasi immédiate ne peuvent s'expliquer que par la soudaineté de la catastrophe qui a surpris par sa violence jusqu'à l'instinct prémonitoire des animaux. C'est tout à fait incroyable pour un géologue de voir une telle chose. Une reconstitution permet de comprendre la technique employée par les ingénieurs de l'Antiquité qui ont creusé une gigantesque tranchée le long de la faille pour la combler et reconstruire au-dessus. Perpétuel souci des hommes, faire oublier ces frasques à la nature, reconstruire sans relâche avec les mêmes pierres aux mêmes endroits, avec la même force, la même détermination, comme si l'homme toujours devait avoir le dernier mot. Le champ de prospection s'étend. Les découvertes se multiplient. Celle en particulier d'une voie romaine repérée par Franck. Intrigué, il constate que, quoique rectilignes, les gigantesques dalles qui la composent sont disparates.
L'une d'elles, dont la base est cannelée, ne peut être qu'un tronçon de colonne attestant d'un remploi de matériaux. Des marges de récupération identiques à celles rencontrées sur le site de Kom El Dika. Kom El Dika, qui illustre pour le docteur Amos Nour cet aller et retour perpétuel, alternant la vie et la mort, la destruction et la résurrection, l'anéantissement et la renaissance d'Alexandrie. Grégory, que s'est-il passé ici? Ce théâtre est sans doute l'un des plus spectaculaires exemples de l'une des catastrophes qui se sont produites dans la cité. À une époque, ce bâtiment était recouvert d'un immense dôme qui reposait sur le mur circulaire situé derrière nous. À un moment donné, au milieu du VIe siècle, le dôme s'est effondré. Nous avons établi cette date d'après des bases archéologiques en analysant les fragments de poterie, les pièces de monnaie et les lampes que nous avons trouvées. Nous savons d'après les textes historiques qu'une catastrophe s'est produite en 535. Nous avons donc associé ces deux faits et en sommes arrivés à une seule conclusion possible, que ce devait être la véritable cause de la destruction. Un séisme de grande envergure en 535. Voici l'une des pierres qui était utilisée comme siège dans le théâtre. Ce qui est intéressant, comme nous pouvons le voir ici, c'est que la partie décorée est cachée à l'arrière, car à l'origine, cette pierre vient d'un autre bâtiment. Elle a été apportée ici et réutilisée comme siège dans le théâtre. Vous pouvez voir ici, vous voyez très clairement l'érosion de l'eau de mer. Ça a été immergé dans l'eau de mer. C'est étonnant, ça vient du port. Oui, cela doit provenir du port. Selon Grégory Mayerek, le feu non plus n'a pas épargné la cité. 200 ans après Jésus-Christ, un gigantesque incendie a ravagé Alexandrie. Nous nous trouvons ici dans la cour intérieure de l'une des maisons romaines. Comme vous le voyez ici, ces fissures ont été causées par une chaleur intense, provoquée par l'incendie de la maison. Les pierres sont brisées, et ici, nous avons une preuve encore plus évidente de cette chaleur intense. Toute la pierre a été transformée en chaux. Un gigantesque brasier a dévoré des quartiers entiers d'Alexandrie. Cet incendie a-t-il résulté d'un séisme à la fin du IIIe siècle? Nous ne le savons pas avec exactitude, mais nous avons certainement les preuves d'une catastrophe vers la fin du IIIe siècle qui pourrait avoir un lien avec un tremblement de terre. Les dates confirment l'intuition de Franck. Effectivement, il a repéré dans le port est d'Alexandrie l'emplacement du palais de Cléopâtre. Proche du palais, on a trouvé de nombreuses colonnes disloquées. Et sous ces colonnes, des poteries, dont les fragments révèlent qu'elles remontent au IIIe siècle de notre ère. Proche encore, une colonne chargée d'inscriptions grecques de la même période. Tout suggère que le palais et le quartier royal de l'antique Alexandrie ont été détruits à la fin du IIIe siècle, ouvrant un cycle de destruction et de reconstruction de la ville qui s'étala sur 500 ans. Les découvertes de Grégory Mayerek concordent parfaitement. Mais le premier tremblement de terre remonte à la fin du IIIe siècle. C'est étrange, car les colonnes écroulées que nous avons trouvées dans le port Est doivent aussi avoir été détruites vers la fin du IIIe siècle. Il semble qu'un même événement ait provoqué ces ruines et celles du port oriental. Sans aucun doute, je suis d'accord avec vous. Désormais, tout se précise, s'articule, s'ajuste. Un phénomène dévastateur s'est produit ici même, juste vers la fin du IIIe siècle de notre ère, engloutissant la cité royale. Preuve supplémentaire, s'il en était besoin, un texte romain de l'an 262 atteste d'un fort tremblement de terre. Toutefois, ce cataclysme décrit par le texte romain ne le situe pas en Égypte, mais en Libye.
Franck est troublé car cette précision remet en question beaucoup du travail accompli. Très vite, il consulte le professeur Mustapha El Abadi. Il est écrit que le séisme a provoqué l'engloutissement de la cité et sa destruction. Mais malheureusement, il mentionne aussi qu'il s'est produit sur la côte libyenne. Et nous nous trouvons ici, en Égypte. Parce que dans l'Antiquité, le nom de Libye était une appellation administrative utilisée en Égypte pour désigner la partie ouest du delta. Destin tragique que celui de la ville phare, 3 fois dévastée par l'eau, par le feu et les tremblements de terre, et à chaque fois reconstruite, comme si Alexandrie l'impériale se refusait à disparaître. Mais disparaissait tout de même au 8e siècle, emporté par l'ultime cataclysme, englouti au fond de sa baie, avec ses trésors et les preuves de sa grandeur. De sa grandeur, mais aussi de sa fragilité. Cette blessure des origines, cette faille sous ses pieds. Blessure toujours prête à se réveiller. Car selon le docteur Nour, le danger est permanent. La menace toujours présente. L'ampleur de la destruction que nous avons constatée à Alexandrie grâce à l'archéologie est plus importante que nous l'imaginions. Je dirais une intensité de 8 ou peut-être même 9. Oui, 9, ce qui implique qu'il s'est produit un important séisme pas très loin ou bien un gigantesque séisme un peu plus loin. Des failles existent généralement à proximité des zones de fracture des plaques continentales. Toutefois, aucune n'est recensée près d'Alexandrie. Mais alors, qu'est-ce donc qui a pu provoquer un séisme de cette envergure dans cette partie du monde? Le docteur Nour pense que la responsabilité en incombe à une ligne dénommée Suez Trent. Elle traverse la Crète. Je pense que ce pourrait être la responsable car il s'y est produit un séisme de moyenne envergure en 1953. Une magnitude de 5.3 ou 5.5. Elle est assez proche d'Alexandrie, un peu au nord d'Alexandrie dans la Méditerranée. Elle pourrait bien être la responsable. Notre compréhension des zones de fracture, de la nature des frontières et de leur configuration en Méditerranée orientale est-elle exacte? Peut-être pas. Peut-être y a-t-il d'autres failles et d'autres plaques, ou petites plaques dont nous n'avons pas connaissance, ou que nous avons ignorées, ou n'avons pas comprises jusqu'à présent. Tout cela va changer. Nous devons reconsidérer les zones de fracture, les déplacements des plaques et les séismes de grande envergure en Méditerranée orientale à cause de cela. Le docteur Nour en est persuadé. Alexandrie, qui regarde sa baie, où tant de trésors sont encore à découvrir, est loin d'avoir vécu son dernier tremblement de terre. C'est le mérite de Franck Goddio d'avoir amené ces 2 éminents scientifiques à reconsidérer l'état de leurs connaissances dans leurs spécialités respectives. Chacun à sa place, plongeur, archéologue, géologue, sismologue, historien, à l'initiative de Franck Goddio, a apporté une contribution indispensable à la réussite de cette expédition. Une expédition couronnée dans ces derniers jours par la découverte d'un vestige unique, une pièce de granit noir, couverte de hiéroglyphes, le rêve de tout archéologue, la stèle désignant l'entrée d'Héraclion, la ville mythique, la cité dédiée à Hercule.